Nous allons parler à présent de la méthode d'approvisionnement du point de commande. Initialement, il faut savoir qu'une méthode d'approvisionnement est un processus que l'on enclenche et qui gère tout seul l'approvisionnement de stock le long d'une période donnée. Elle répond à deux questions fondamentales: combien commander, la quantité, et quand commander, intervalle de temps entre deux commandes. Il faut savoir qu'il existe 4 politiques d'approvisionnement que l'on distingue par leur approche. Pour la quantité, soit elle est fixe à chaque commande, soit elle dépend de quelque chose et est donc variable. Pour l'intervalle de temps entre deux commandes, soit elle est fixe à chaque commande, soit elle dépend de quelque chose et est variable. On a vu la méthode fixe qui, dès le début, fige une quantité et un intervalle de temps entre deux commandes et tient ce rythme tout le long de son utilisation. Son problème, c'est qu'elle est incapable de s'adapter à la demande et a tendance à tendre vers un surstockage. L'avantage de la méthode de point de commande, c'est qu'on va attendre que la méthode passe en dessous d'un seuil, le point de commande, avant de passer une nouvelle commande. Les points positifs, c'est que on commande uniquement lorsqu'on en a besoin. Tant qu'on n'a pas passé le point de commande, du coup, on ne commande pas et fatalement, on ne peut pas tendre vers un stockage infini. En revanche, elle exige une connaissance précise du stock pour savoir exactement quand celui-ci passe en dessous du seuil. C'est ce genre de système qui peut s'avérer coûteux. Bien, maintenant passons à la représentation en tableur. J'ai déjà présélectionné les différents éléments et les différentes colonnes pour lesquelles pour le moment, jusqu'à présent, on a l'habitude. Il suffit juste de les rentrer avec les données donc de notre cas. Nous, on va s'intéresser au cas de l'enceinte, le loudspeaker. Et pour cela, on va commencer à rentrer les paramètres. On sait qu'on a une demande donc de 300. On sait que celle-ci a une variation donc de 50, de plus ou moins 50. Il n'est pas indiqué de croissance, donc du coup, on va laisser ça à 1. Notre stock de départ est à 5573. Le délai d'approvisionnement est de 10 jours. Le coût d'un lancement est de 600 euros. Le taux de possession est de 0,15%. Le prix d'achat est de 60 euros. Et enfin, le pourcentage de rupture est de 0,5. Ok, donc on reconstruit comme à l'habitude le tableur. On commence par les jours de la semaine. On a lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Et enfin, on repointe vers le lundi de manière à répéter les 5 jours ouvrés de la semaine. On recommence sur le numéro des jours 1 et pour ensuite c'est la case du dessus, donc le jour précédent plus 1. Ok. Et maintenant on n'a plus qu'à étirer jusqu'à 260 qui sont donc le nombre de jours ouvrés que l'on a dans la simulation. Et 2. Super. Quelle est la demande initiale? La demande initiale est de 300. Bien, très bien. Et celle-ci n'a pas de croissance. Du coup, c'est 300 tout le temps. Alors, tout le temps, non, parce que dans la fiche produit, on nous dit qu'il y a une saisonnalité. Une saisonnalité de plus 50% de vente le mois de décembre. Alors, comment gérer cette saisonnalité-là du mois de décembre? Ce qu'on va faire, du coup, c'est que on va rajouter une colonne qui va être la date de la journée. Donc, c'est le premier jour ouvré et ainsi de suite, ça on n'enlève pas et on en a besoin. En revanche, ce qu'on va mettre en place, c'est la date. On sait que le premier jour, tel que c'est dit, c'est le 1er janvier. On sait ensuite que donc le lendemain, il suffit d'étirer pour arriver jusqu'à vendredi. Et on arrive donc au 5 janvier. Si on continue à étirer, on va tomber donc le 6 janvier, qui correspond à un samedi, puis à un dimanche. Et donc, on rate notre uniquement la représentation des, des jours ouvrés. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est exactement comme on a fait pour le lundi. Ce qu'on va faire, c'est que le lundi suivant, on va dire c'est égal au lundi précédent.
Sauf que si je reste là-dessus, ben, on va se répéter du 1er au 5, puis du 1er au 5, puis du 1er au 5, etc. Donc du coup, ce que je vais dire, c'est que c'est est égal au jour précédent plus 7 jours. Et oui, une semaine plus tard. Donc du coup, je suis bien le 8. Je suis bien le lundi d'après, je passe bien du 12 au 15, etc., etc., ainsi de suite. Et si je descends, j'arrive à la fin jusqu'à décembre. Nickel. Bon, moi ce qui m'intéresse, c'est de savoir quand est-ce que c'est décembre. Donc moi ce qui m'intéresse particulièrement, c'est le mois. Donc du coup, nous, ce que l'on recherche, c'est savoir le mois. Donc, pour exemple, je mets égal mois d'une date. Cette date, c'est ici. Je mets entrée, je tire jusqu'au bout et je vois que c'est bien en janvier jusqu'en janvier. Au moment où ça devient février, c'est bien 2, etc., etc., jusqu'au mois de décembre, au mois 12. Ok. Donc maintenant, moi, ce qui reste plus qu'à faire, c'est mettre une condition dans la demande égale si mois de cette date-là est égal à 12. À ce moment-là, je veux 300 fois 1,5. Sinon, je veux juste 300. Je mets entrée. Je propage cette fonction. Et je n'ai plus qu'à regarder si au mois, ce qui se passe au mois 12. Et on voit bien qu'au mois 12, j'ai bien 450. Nickel. J'ai ma saisonnalité au mois de décembre. Bien évidemment, on peut tout à fait faire en sorte d'avoir en paramétrage le mois de décembre, en paramétrage la saisonnalité. Je vous laisserai le faire, on verra ça plus tard. Bien, ce qui nous intéresse maintenant, l'étape suivante, c'est la variation. Je reprends la même formule qu'à l'habitude, aléa.entre-borne. Je mets moins la variation que je fiche, je pense bien afficher, point virgule, la variation que je fiche, et je pense bien à la... J'appuie sur Entrée, et maintenant j'ai plus qu'à calculer la demande R, qui est égale donc à la demande plus à la variation. Et je propage pour avoir l'ensemble de la demande, où on voit qu'elle est autour de 300 tout au long de l'année, et pile au mois de décembre, elle est à beaucoup plus de 300. Elle est à 450 plus ou moins 50. Très bien. Maintenant, j'ai plus qu'à calculer le stock. Le stock, on va repartir initialement, comme à l'habitude, du stock de départ, 5573, moins la demande, très bien. Et le stock suivant, c'est égal au stock de la veille, moins la demande du jour courant, plus la livraison. Et on n'oublie pas qu'il faut qu'on gère aussi le fait que ce soit un stock négatif. Donc du coup, je rajoute si ce stock-là est inférieur à 0, alors 0. Sinon, je reprends la même formule. Et entrée. Nickel. Et maintenant, j'ai plus qu'à propager et on voit effectivement que ça ne dépasse pas en dessous de 0. Presque la même fonction pour la rupture, sauf que c'est l'inverse. Si jamais le stock de la veille, j'ai oublié la parenthèse, si jamais le stock de la veille moins le stock, moins la demande du jour même plus la livraison est inférieur à 0, à ce moment-là, je remets exactement la même fonction. Sinon, la rupture est à 0. Je ferme la fonction, j'étends et je vois bien qu'à partir d'ici, j'ai correctement les bonnes ruptures qui s'affichent. Bien, maintenant j'ai plus qu'à gérer la commande. Et là, la commande, c'est assez particulier par rapport à ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, puisque la commande va dépendre donc d'un point de commande. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la fonction va être plus simple à gérer. Ça veut dire que si jamais mon stock est inférieur à un seuil de sécurité, alors je commande la quantité, sinon je ne commande rien. Donc si je fixe ma quantité par exemple à 2000, pardon, mon seuil d'alerte à 2000 et que je commande 5000, ça va être quoi la fonction? Eh bien, si, la parenthèse, mon stock est inférieur au seuil d'alerte, à ce moment-là, je commande la quantité, sinon je commande 0. C'est tout aussi simple que ça. Je pense bien évidemment à verrouiller et mon seuil d'alerte et ma quantité. Entrée, et je tire jusqu'en bas. Et on voit bien que quand je suis en dessous de 2000, je commande 5000. Quand je suis en dessous, encore une fois en dessous de 2000, je commande 5000. Encore une fois en dessous de 2000, je commande 5000, ainsi de suite, ainsi de suite. Bien, maintenant, il faut que je gère la livraison de manière à ce que mon stock se remplisse au moment où je reçois la commande.
On a donc le délai d'approvisionnement qui est ici, et il suffit juste de réutiliser la même fonction que on a vu jusqu'à présent, la fonction décalée. Il nous faut rajouter la condition si, encore une fois, sinon ça dépasse et on rate. Si jamais le jour où je suis est strictement supérieur au délai d'approvisionnement que je fixe, à ce moment-là, je fais mon décalé. À partir donc d'à côté, je gère les lignes qui est moins le délai d'approvisionnement que je fixe aussi. Point virgule, maintenant c'est la colonne que je gère, c'est 0, parce que je ne veux pas changer de colonne. Et j'ai fini ma fonction décalée. Et je fais ma condition du sinon, donc si C7 est supérieur au délai d'approvisionnement, je fais le décalé, sinon eh ben, je mets à 0 parce que je n'ai pas reçu de commande. Entrée et je tire. Et je tire, et donc on se rend compte bien que 10 jours après, cette première commande, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, je reçois bien ma livraison, ça marche toujours. Je reçois donc successivement plusieurs livraisons, que je commande plusieurs fois une quantité, que je reçois donc plusieurs fois après aussi, etc., etc. Je recommande ici, etc., etc. Très bien. Il reste plus que le coût de stockage qui est égal au stock multiplié par le prix d'achat que je fige multiplié par le taux de possession que je fige. Alors attention à bien diviser par 365 ici le taux de possession. Sinon c'est annuel et nous on le veut euh, de manière journalière. Hop, pardon. Je vais tout simplement, et ça se propagera partout. Ici, j'enlève les chiffres après la virgule, je propage et ça se propage partout. Très bien. Maintenant, le coût de lancement, exactement la même fonction. Si jamais la commande que j'ai passée est supérieure à 0, à ce moment-là, je paye mon coût de lancement que je fiche. Sinon, c'est égal à 0. Entrée, et je propage. Et là, on voit que pour toutes ces commandes successives, je paye un coût de lancement. Ok. Et maintenant, c'est pareil pour le coût de rupture, qui est égal à la rupture. Donc on n'oublie pas le moins avant la rupture pour pas reproduire le même problème. La rupture fois le prix d'achat fois le pourcentage de rupture. J'étire jusqu'au bout et j'ai oublié de figer. Je fige et la rupture et je fige le prix d'achat. Voilà. Et j'étire jusqu'au bout. Et on voit qu'au moment où je suis en rupture, c'est le moment où j'ai un coût de stockage. La même chose, cette fois je vais le faire un peu mieux. Je vais faire mon coût, mon total coût de stock, mon total coût de lancement et mon total coût de rupture. C'est égal à la somme de tout mon coût de stockage jusqu'en bas. Voilà. Très bien, je remonte. Je mets en euros, et comme je les ai mis d'une colonne à colonne, il me suffit juste de glisser, et effectivement, le coût de rupture reprend toute la rupture, le coût de lancement reprend tout le lancement, nickel. Il ne me reste plus que le total des coûts. Et le total des coûts est égal à la somme de ces trois-là, ça, plus ça, plus ça, plus ça, entrée, et donc j'ai mon total des coûts. Et ce qui va se passer du coup, c'est ça se reproduit tout seul. Si jamais ici je mets 6000, bah, j'ai 6000 quand je commande. Si jamais je dis quand je suis en dessous de 3500, hop là, et ben c'est quand je suis pile en dessous de 3500 que je commande. Seulement, il y a un problème. Il y a un problème, et c'est lié à ce qu'on disait tout à l'heure, qui est que pour faire respecter le point de commande, il faut un logiciel spécifique. Et oui, parce que là, ce qu'il y a, c'est que je suis en dessous de 3500 et je commande une fois. Le lendemain, mon stock est encore une fois en dessous de 3500, je recommande une deuxième fois. Ensuite, mon stock est encore une fois en dessous de 3500, donc je recommande, et ainsi de suite, jusqu'à recevoir la première commande. Et une fois que j'ai reçu la première commande et que je suis bien au-dessus de 3500, il n'y a aucune raison de commander ou d'avoir à recevoir une commande. Et pourtant, on se rend compte que je vais recevoir toutes les commandes que j'ai pu passer et je vais monter jusqu'à plus de 57 000 de stock. C'est beaucoup trop. Si je remets un graphique juste sur le stock pour visualiser ce que ça donne, insertion, diagramme, ligne, parce que je veux avoir les lignes, c'est plus parlant, et uniquement les lignes, pas les points. Je me retrouve avec
un diagramme qui est complètement, nul. Pourquoi? Parce que je me retrouve à plus de, comme on l'a vu tout à l'heure, 57 000 de stock et ça me coûte super cher d'avoir 57 000 de stock. Quel est le moyen de mieux gérer cette méthode de point de commande? En fait, c'est de mettre en place ce qu'on appelle un stock fictif. Ce stock fictif, à la différence du stock réel, le stock réel, lui, se remplit au moment où je reçois la livraison, alors que le stock fictif, lui, se remplit au moment où je passe la commande. Ce qui fait qu'en fait, la commande ne va pas regarder le stock réel qui va attendre la première livraison afin de ne plus commander, mais va regarder le stock fictif qui, dès qu'il y a une commande qui a été passée, ne va arrêter de commander. Et si jamais la première commande ne suffit pas, si par exemple j'ai commandé que 1000 et qu'il me faut 5 jours pour arriver et que tous les jours je sors 500 de mon stock, en 2 jours du coup je descendrai les 1000 que j'ai commandés et je relancerai une commande. On fera le test juste tout à l'heure pour le voir. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter un stock fictif. Je rajoute un stock à droite du stock réel, stock fictif, et je vais nommer celui-ci stock réel. Voilà. Et le stock fictif, comme on a dit, c'est exactement, au début on l'initialise de la même manière, c'est exactement la même chose que le stock fictif. Le seul truc, c'est qu'à partir de maintenant, c'est égal au stock fictif moins la demande réelle, plus cette fois pas non la livraison, mais la commande. Je descends, et effectivement, dès que je passe ma première commande, c'est là où il y a un écart. C'est là où il y a un écart, où on voit qu'il y a un écart effectivement de 6000, puisque ma commande est de 6000. Et le jour, donc il y a un écart entre ces deux stocks, jusqu'au jour où j'ai reçu la dernière commande et où mon stock réel rattrape mon stock fictif. Bon, bon. Juste d'ajouter le stock fictif ne répond pas au problème de la commande qui se fait jusqu'à ce que je reçois la première des commandes. Donc tous les jours, il y a une commande qui passe jusqu'à ce que je reçois la première livraison, que je reçois la première commande que j'ai passée. Et donc du coup, je vais changer la condition pour passer une commande. Je ne vais pas regarder le stock réel comme je disais, mais je vais regarder le stock fictif. Très bien. Et maintenant, j'étire. Et il y a une erreur. Pourquoi il y a une erreur? L'erreur, elle est simple. C'est que la commande regarde le stock fictif pour passer une commande. Si le stock fictif est en dessous du seuil, alors il me passe une commande. Et le stock fictif regarde la commande pour savoir s'il augmente ou pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si le stock fictif est en dessous du seuil, alors je commande 6000. Donc le stock fictif regarde la commande et vu qu'il a commandé, il monte de 6000. Mais la commande, comme il regardait le stock fictif qui était en dessous du seuil, le stock fictif vient de prendre les 6000 de la commande qui vient de passer. Et donc du coup, la commande dit, ah bah non, mais c'est bon, il y en a assez. Donc je passe la commande à 0. Et le stock fictif, lui, comme finalement la commande n'est pas passée, il se rediminue de 6000. Puis la commande regarde le stock fictif, et le stock fictif est encore à nouveau en dessous du seuil d'alerte. Donc du coup, se met à commander 6000. Enfin bon, vous voyez, il y a une boucle infinie qui se passe. Du coup, ce qu'il faut faire, c'est non pas regarder la commande du jour même, mais la commande de la veille pour augmenter mon stock. Hop, et j'étends. Et là, on voit c'est réglé. On voit bien que quand je passe en dessous de mon seuil d'alerte de 3500, il y a une commande qui passe, et le lendemain, mon stock fictif est au-dessus donc de ce 3500, ce qui fait que ça ne provoque pas une commande systématique. Mais comme je vous le disais, si jamais, donc on sait qu'on a une demande de 300, si jamais on sait qu'on ne va pas tenir à la livraison le temps que le temps que la commande arrive et qu'on va devoir recommander. Alors du coup, on va mettre du coup de quoi tenir une quantité de 2 jours. Et là, on se rend compte, bien évidemment, on va mettre 800 qui va être peut-être un peu plus par là. Et là, on voit bien que le stock réel, lui, continue à diminuer jusqu'à 540. En revanche, le stock fictif, il est en dessous de 3500, passe une première commande. Le lendemain, il est au-dessus de 3500, il passe pas de commande. Le lendemain, il est en dessous de 3500, il passe une autre commande, et ce, sans impacter le bon fonctionnement du stock réel. Maintenant, tout ce qu'on a à faire, c'est trouver une bonne solution, notamment en regardant par exemple la gestion de notre stock, trouver une bonne solution de manière à bien gérer notre stock. Comment je fixe ma quantité et comment je fixe mon seuil d'alerte.